27 décembre 2013, petit village d'Ikerasak sur la côte ouest du Groenland. Les protagonistes de cette aventure, Pascaline Bourguin, docteur en océanographie polaire et responsable aujourd'hui de la plateforme pédagogique de la Fondation Tara Océan, Tasnim, élève de seconde au lycée Darius Milhaud au Kremlin-Bicêtre dans le Val-de-Marne, et moi, Margot, journaliste. Pascaline part pour 4 mois étudier l'écoulement des glaciers sur un bateau prisonnier de la banquise. Nous revivons avec elle cette aventure extraordinaire. Plongeons au milieu des glaciers. Après un sacré périple, 4 avions, un hélicoptère et beaucoup de débrouille, nous arrivons enfin à Ikerasak, à un petit village. Alors, à quoi ça ressemble, Pascaline, et comment vous sentez-vous à ce moment-là ? Je ressens beaucoup d'excitation parce qu'effectivement ça fait longtemps que je rêve d'arriver à Ikerasak et puis ça a été toute une aventure pour y arriver. Donc là on se retrouve dans un petit port en fait d'un village de 150 personnes. Donc il faut imaginer que la banquise elle est en train d'emprisonner tout doucement les bateaux dans le port d'Ikerasak. La luminosité est assez faible parce qu'on est fin décembre et donc c'est la nuit polaire. Là-bas il n'y a pas de lumière directe du soleil. Et je découvre ce petit village avec plein de petites maisons très colorées, alors des rouges, des bleus, des jaunes, des verts. C'est vrai que ça ressort bien avec le blanc de la banquise. C'est vrai que c'est un peu surprenant parce que du coup c'est très coloré dans cette immensité un peu glacée et bleutée de la nuit polaire. Et donc on va aller retrouver un ami, Lars, qui est notre point de contact à Ikerasak. Et c'est quoi l'ambiance sur place ? Alors il y a beaucoup d'activités, donc on voit beaucoup de pêcheurs qui sont un petit peu inquiets autour de leur bateau parce qu'ils s'assurent que la prise en glace, que la banquise n'abîme pas trop l'hélice du moteur, etc. quand le bateau va se faire emprisonner. On a des pêcheurs qui ramènent encore des poissons. On a des enfants qui sont en train de jouer un peu partout dans le village aussi. Donc il y a beaucoup d'effervescence, même si c'est un petit endroit. Et nous on est tous yeux, tout oreille, on capte plein de choses parce qu'on est surpris de tout ce qu'on peut voir. Alors nous sommes aussi avec Ludovic, lui qui est géologue et guide de montagne. Faut savoir que c'est pas notre point de chute, Ikerasak. Notre objectif se trouve au fond d'un fjord, au pied des glaciers. Et c'est quoi un fjord ? Alors un fjord, c'est un petit peu, c'est la côte qui est très découpée et dans lequel s'engouffre l'eau de l'océan. Et au fond du fjord, du coup, faut imaginer ça comme une espèce de grande vallée en fait qui serait remplie d'eau. Au fond du fjord, on a 2 gros glaciers, Lille et Storeux, qui sont un petit peu les objets qu'on va étudier pendant le programme scientifique. Et on y va comment ? Alors, c'est une bonne question. Là, on arrive, la banquise est en train de se former, donc on est un petit peu inquiet parce que on pensait pouvoir s'y rendre en bateau, mais tous les pêcheurs que l'on questionne nous disent en ce moment que c'est un petit peu compliqué parce que la banquise elle est arrivée un petit peu plus tôt qu'on pensait. Donc là, il n'y en a pas beaucoup qui sont très partants pour sortir en mer. Donc là, on va attendre un petit peu, voir si on trouve quelqu'un qui veut bien tenter le coup pour nous amener. Et j'avoue que c'est un petit peu une source de stress parce qu'il faut absolument qu'on puisse atteindre Gambo, le voilier au fond du fjord, dans ces jours-ci. Sinon, après, ce sera raté pour tout l'hiver. Mais du coup, vous allez faire quoi sur ce bateau ? Alors sur ce bateau, on est là pour mener des observations scientifiques qui ont pour objectif de voir un petit peu comment justement l'eau du fjord, elle vient influencer ces fameux glaciers là qui sont dans le fond, l'île Estor. En fait, c'est la première fois au Groenland que l'on va pouvoir observer sur toute une année et donc en l'occurrence là sur les mois d'hiver comment l'océan vient un petit peu grignoter les fronts des glaciers qui tombent dans l'eau. Donc on est assez impatient parce qu'on a plein de questions en tête, on a plein d'hypothèses en tête et là on va pouvoir enfin confronter tout ça avec la réalité. Mais là on attend parce que c'est vrai que la météo ne le permet pas, aucun pêcheur à l'horizon pour nous emmener. Si on peut pas atteindre le bateau, on fera comment ? Eh bien, alors en fait, si tu veux, à bord du bateau, là, il y a actuellement déjà des gens. Il y a Nolwenn qui est le capitaine du bateau. Lui, il reste toute l'année sur le bateau. Et il y a régulièrement des rotations d'équipage. Donc, il y a déjà 2 personnes avec lui qui sont là depuis quelques mois déjà et qui attendent qu'on vienne les relever, si tu veux. 2 scientifiques. Si jamais... 2 scientifiques aussi, voilà. Donc, si jamais
jamais nous on est coincé à Ikerasak à cause de la banquise, eh bien l'équipage en place va devoir rester plus longtemps, mais eux ils vont rater leur avion de retour, donc je pense que ça va pas être très confortable pour eux. Et puis nous du coup on aura fait tout ce grand voyage sans pouvoir atteindre notre dernière étape qui est Gambo, donc ce sera un peu de frustration. Mais bon, on n'en est pas encore là, on garde espoir. Et donc tous les jours, on pose la question fatidique, quand allons-nous pouvoir partir ? Et on nous répond tout le temps Imara. Imara, c'est le mot magique au Groenland, s'il y a un mot à savoir, c'est celui-là. Ça veut dire peut-être. Parce qu'au Groenland, c'est pas comme en France où peu importe la météo, le programme ne va pas dévier s'il fait beau ou s'il pleut. Là-bas, en fait, on est très contraint par la banquise, est-ce qu'elle est assez solide pour aller dessus, par la météo, puisqu'il ne faut pas plaisanter avec ça. On est beaucoup plus dans l'humilité vis-à-vis de l'environnement. Donc, est-ce qu'on pourra partir aujourd'hui ou demain, à quelle heure, etc. Donc, on apprend au fur et à mesure des jours à lâcher petit à petit nos habitudes européennes pour se mettre au rythme groenlandais et peut-être que l'on partira ou peut-être pas. Bon, on va être honnête, Pascaline Tasnim, au début, ce Imara, il nous gonfle un peu. On est là, mais nous, on a une mission, on doit rejoindre le bateau et peut-être, on a du mal à lâcher prise. Ah oui, j'avoue qu'au début, ça gratouille un petit peu dans ce Imara. Et donc les jours passent et toujours personne pour nous emmener au fond du fjord. On va donc passer le 31 décembre ici, à Ikerasak. On va le fêter entre nous ou avec des locaux ? Alors en fait on se fait inviter par la famille de notre ami Lars. Donc on arrive dans une grande maison très décorée avec plein de bougies, plein de lumières, plein de décorations et on se retrouve sur une grande tablée où il y a au moins 20 personnes. Et alors là c'est rigolo parce qu'en fait tout le monde est déguisé. Alors nous forcément on n'a pas de déguisement donc on arrive un petit peu comme un cheveu sur la soupe, mais on se retrouve du coup assise à côté des cousins, cousines, tontons, tata, mamie, papy, toute la famille de Lars. Évidemment, ils ne parlent pas anglais, mais en fait c'est pas grave, on passe une soirée incroyable, tout de suite on est mis à l'aise, parce que à force de sourires, de regards, de jeux, etc., en fait on arrive à communiquer et on s'amuse comme des fous, parce qu'ils ont vraiment un sacré sens de la fête, les Groenlandais, faut le savoir. Donc à 8h on tire un premier feu d'artifice pour le nouvel an au Danemark, parce qu'il y a 4 heures de décalage avec le Danemark. Et puis à minuit, il y a un deuxième feu d'artifice et toutes les maisons lancent leur propre feu d'artifice à Ikerasak. Donc ça fait vraiment une note féerique dans cette nuit infinie polaire de fin décembre au Groenland. Mais du coup, qu'est-ce qu'on mange ? Eh bien, je ne sais pas trop. Je t'avouerai que j'ai des choses dans l'assiette devant moi, je ne sais pas ce que c'est. Pas très ragoûtant. Alors, ça dépend, il y en a qui ont l'air assez identifiables, où je me dis, bon, ça doit aller à peu près. Et puis d'autres où je ne sais pas du tout ce que c'est, notamment, il y a des petits rectangles un petit peu à moitié noirs, caoutchouteux, et puis à moitié blanc, un peu graisseux. Et en fait, j'apprends que ça s'appelle du metak, c'est de la peau de narval. Donc la peau qui est noire, le cuir en fait, et la graisse de narval. Et donc forcément, j'ai pas très envie de le manger, mais bon, j'ai pas non plus envie de vexer les hôtes qui nous ont accueillis. Bon, on se lance alors, on goûte ? Allez, je me lance, je prends ma fourchette, je mets dans la bouche, je me dis, allez, c'est un mauvais moment passé, et là, révélation. Incroyable, explosion de saveurs. Forcément, les Groenlandais étaient en train de me scruter pour voir les réactions... les réactions que j'aurai sur cette découverte-là. Et puis ils sont tout contents de voir que ça me plaît beaucoup. Et voilà, c'est assez surprenant. 2 jours plus tard, un pêcheur traditionnel débarque et c'est parti, on n'a pas de temps à perdre, on fait nos sacs. Mais c'est assez rapide car on voyage léger. Il s'appelle Jens, ce pêcheur, et il vient nous trouver dans la maison de Lars et il nous dit « Ok, c'est maintenant ». Donc on se retrouve à embarquer nos sacs dans son petit bateau qui est un bateau en fait en coque... avec une coque de plastique assez dure. Et donc au début j'ai un petit peu de doute parce qu'il a déjà un petit peu de mal à sortir le bateau de la glace qui est dans le port. Et puis une fois passé le port, ça va un petit peu mieux, mais la glace est toujours là et en fait je le vois qui accélère. Donc on s'accroche un petit peu au bord du bateau avec Ludovic et moi je suis à l'avant du bateau et c'est assez dingue puisque devant moi il n'y a que de la banquise et Jens fonce à pleine balle, mais c'est de la banquise assez fine et en fait il arrive à la casser avec son bateau qui pour l'occasion se transforme en brise-glace
Donc moi j'ai l'impression qu'on vole au-dessus de la banquise et quand je me retourne, quand je les regarde, eh bien dans le sillage de son bateau à moteur, eh bien je vois les plaques de glace qui volent en fait quasiment autour de lui. Donc c'est complètement surréaliste et comme ça du coup on avance à pleine balle pendant bien 1 heure direction le fond du fjord en espérant du coup pouvoir atteindre une zone où on pourra finalement rejoindre Gambo. Mais c'est pas un peu dangereux? Jens a l'air serein, donc je me raccroche à son visage qui est souriant et plutôt bienveillant et je me dis bon ben s'il est serein c'est que tout va bien, donc je reste sereine aussi. Mais arrive un moment où on n'avance plus. On fait quoi là? Alors là, en fait, la banquise, Jens vient de nous dire qu'en fait, elle est trop épaisse. Il peut plus avancer du tout. Il arrête le bateau. Et je le vois commencer à sortir de son bateau un grand manche en bois terminé par une pointe d'acier. On appelle ça un tuk-tuk. Et là, il donne 3 grands coups pour voir en fait si la banquise est assez solide. Donc il sécurise un petit peu la zone. Nous, on est dans le bateau, on attend un petit peu de voir en espérant ne pas le voir passer à travers. Oui, parce que juste avant, on l'a brisé quand même avec son bateau, la banquise. Donc oui, c'est pas très épaisse. Oui, donc c'est ça. Donc là, il faut pas se planter, j'ai envie de dire. Donc il fait quelques essais autour du bateau et puis finit par nous dire ok, c'est bon, vous pouvez descendre. Et là, la bonne nouvelle, c'est que du coup, on peut communiquer par talkie-walkie avec Gambo et son équipage pour leur dire qu'on est presque arrivé mais qu'on ne pourra pas atteindre le bateau, donc il faut que eux viennent nous rejoindre à cet endroit-là. Si on tombe à l'eau, on fait comment? Est-ce qu'on doit avoir un équipement spécial? Alors en fait, il faut pas tomber à l'eau. Voilà. C'est Okay. la règle. Voilà. Donc non, il n'est pas question de tomber à l'eau. Il n'y a pas d'équipement spécial au cas où tu tombes à l'eau, puisque il ne faut pas tomber à l'eau, c'est tout. Bon, ce qui est chouette, c'est qu'on ne tombe pas à l'eau. On est pour le moment donc coincé. On attend l'équipe qui va venir. Comment d'ailleurs? C'est pas en bateau, parce qu'on n'est pas en bateau, c'est pas en hélicoptère. Ils viennent nous chercher comment? Alors en fait, à côté du bateau, donc Nolwenn a prévu deux petits aéroglisseurs. Donc en fait, c'est qu'ils peuvent contenir 3 personnes. Et donc en fait, les aéroglisseurs peuvent circuler facilement sur la banquise, parce que en fait, ça se déplace sur un coussin d'air. Avec une hélice derrière, c'est ça. Ouais, c'est ça, une grosse hélice derrière qui fait un peu gros ventilateur en fait, qui te souffle dans le dos. Un gros bruit de bourdon. Voilà, un gros bourdon, et là on les voit arriver. Grosse émotion de trouver Nolwenn, qui est là depuis plusieurs mois, et puis tellement de gratitude pour Jens qui nous a amenés ici et qui a rendu tout ça possible. On monte donc sur l'aéroglisseur. Et donc on se dirige vers la position de Gambo qui s'est fait volontairement emprisonner dans la glace à l'intérieur d'une petite péninsule, donc entourée de petites collines, qui lui permet d'être relativement protégé des petits tsunamis qui peuvent avoir lieu lorsque les bouts de glacier se cassent et forment des icebergs dans l'eau. Donc normalement c'est un endroit abrité qui a été conseillé d'ailleurs par les pêcheurs d'Ikerasak. Donc voilà, on est dans une petite anse bien abritée. Et il ressemble à quoi ce bateau? Enfin, avec quel matériau il est fait? Alors le bateau, donc c'est un bateau qui fait entre 12 et 15 mètres, qui est ouvert, et qui est fait en acier. Et donc c'est un voilier. Il y a la cabine avant qui a été condamnée pour en faire une sorte de frigo géant. Et donc on peut être 3 à bord de ce bateau. Alors on s'est installé, enfin on a essayé de ranger au mieux nos affaires dans les 10 mètres carrés que nous allons devoir nous partager. Et on n'a pas de temps à perdre, on part à bord d'une motoneige et d'un traîneau. Et du coup c'est quoi le matériel? Alors en fait on a plusieurs instruments à notre disposition pour étudier surtout le lot du fjord. On a une sonde qu'on appelle la sonde CTD, donc on la met au bout du câble, là hop, on a mis en route la machine et hop, on déroule doucement le câble, donc on la voit disparaître, donc là on la voit plus, elle plonge, très régulièrement, tous les quarts de seconde, elle enregistre la température et le sel de l'eau, donc on la laisse bosser. Pour l'instant, on va s'occuper d'un autre instrument juste à côté là, qui s'appelle l'ADCP. Et lui, il reste en surface, il va mesurer les courants. Donc en fait, il regarde ce qui se passe en dessous de lui, il regarde les masses d'eau passées et il nous indique dans quelle direction elles vont et à quelle vitesse. Mais du coup, c'est quoi le rapport avec l'écoulement des glaciers? Là, en fait, si tu veux, ce qui nous intéresse là, c'est de comprendre comment l'eau qui est sous nos pieds, là, dans le fjord, comment elle vient influencer l'écoulement des glaciers. Parce que donc les glaciers du Groenland, ils tombent dans l'eau
des fjords, donc ils finissent leur course dans l'eau des fjords, et si tu veux, en fait, il est possible que l'eau puisse impacter la vitesse d'écoulement des glaciers, puisque il faut imaginer un glacier, c'est quelque chose qui a une pente, et si on prend le parallèle avec une voiture qui serait garée dans une pente, le front du glacier, c'est un petit peu le frein à main, qui empêche le reste du glacier de s'écouler dans le fjord. Et si tu enlèves ce frein à main, comme une voiture, et bien ta voiture elle se met à rouler. Bah là, si tu enlèves ce frein à main parce que l'eau du fjord vient vraiment grignoter le front, et bien le glacier peut s'écouler plus rapidement et donc avoir ce qu'on appelle un bilan de masse, en gros son état de santé qui diminue. Donc lui, il est de plus en plus petit. Donc ce qui nous intéresse de voir, c'est à quel point cette eau qui est sous nos pieds là dans le fjord, eh bien elle influence le bilan de masse des deux glaciers Sorø et Lillø. Alors on fait nos mesures, la matinée passe très vite et nous allons devoir répéter ces mesures une bonne quinzaine de fois dans le mois. Et du coup, le reste du temps, on fait quoi? Eh bien on a pas mal de petites activités pour s'occuper, on ne manque pas d'activités puisqu'en fait avec l'accueil du bateau, on a 4 chiens qui sont là avec nous puisque c'est aussi important pour le côté sociabilité en fait d'avoir des chiens. Quand on n'est pas dehors pour la science, eh bien on est dehors pour les chiens puisqu'il faut aller pêcher pour les nourrir tout simplement. Et puis après parfois on a un petit peu de temps pour aussi aller explorer les environs, mais je t'avouerai que là il fait quand même froid, il fait -20, c'est la nuit polaire, donc on n'est pas non plus hyper en forme. Avec le manque de soleil en fait on est un petit peu au ralenti. Donc on a tendance à dormir beaucoup, à se lever assez tard et assez vite vers 7-8 heures du soir à être fatigué. Donc on n'est pas au top de notre forme, on sent qu'on manque de lumière, donc les journées du coup passent très vite avec ces deux activités-là. De retour au bateau, on mange notre riz et notre conserve de champignons complètement congelés. On l'a fait réchauffer évidemment avant. Et au lit, enfin non pas vraiment parce qu'on n'a pas de lit à proprement parler. Alors on a quand même de quoi s'allonger, mais si tu veux, ce sont des couchettes qui sont en fait dans le carré de Gambo. Le carré de Gambo, il est partagé entre un petit coin cuisine, un petit coin table et les 3 couchettes. Donc en fait on est vraiment en train de vivre ensemble H24 dans 10 mètres carrés. Mais bon, on est bien parce qu'à l'intérieur du bateau on n'a pas froid, il y a un petit poêle qui chauffe, mais c'est vrai qu'on est... Oui, il fait bon, on est à 18-20 degrés sans problème parce que l'espace à chauffer en l'occurrence est tout petit. Donc on chauffe, ça se chauffe plutôt bien. Mais après c'est vrai qu'on est pas mal les uns sur les autres. On mange, on travaille, on dort, on se détend dans ces 10 mètres carrés. Donc c'est vrai que c'est bien parfois de pouvoir aller prendre l'air et en l'occurrence aller s'occuper des chiens aussi. Aujourd'hui, nous sommes seuls à bord pour la journée. Et évidemment, Pascaline, c'est le moment que vous avez choisi pour nous raconter la légende du Revitok. En fait, les Aikarassak, avant qu'on parte, ils nous ont parlé de ce Revitok. Alors, pour eux, c'est pas du tout une légende. Pour eux, c'est quelque chose qui est vrai et ils nous ont mis en garde contre le Revitok. En fait, le Revitok, ça peut être un homme ou une femme qui s'éloigne de la communauté humaine parce que voilà, un chagrin d'amour ou une dispute, et ils partent vivre dans la nature. Et en vivant dans cette nature qui est tellement prégnante et sauvage, eh bien ils acquièrent des super pouvoirs, mais des super pouvoirs un peu maléfiques. Et si on rencontre un Revitok, eh bien on le reconnaît parce qu'il se déplace très très vite. Les habitants sont un petit peu inquiets de nous voir partir plusieurs mois au fond du fjord parce qu'ils ont peur que le Revitok vienne nous embêter. Et le Revitok peut être assez agressif. Donc, bon, évidemment, moi je crois pas à ces légendes-là, mais je vous avoue que aujourd'hui, là, je suis toute seule sur le bateau et j'emmène pas large. Attendez là, vous entendez ? C'est quoi ce bruit ? Il faut que je vérifie si c'est pas Nolwenn. Non, alors Nolwenn n'est pas là. Bon, on va aller voir ça. J'ai un petit peu le cœur qui bat, donc ça paraît bête, mais voilà, ça me fait un petit peu quelque chose quand même.
Non, mais en fait, il s'avérait que ce soit simplement des oiseaux qui soient posés sur le pont. Donc, j'ai une petite sueur là. T'aimes bien les histoires d'horreur, Tasnim, ou pas? Non, pas trop. Non, moi non plus. Là, c'est vrai que c'était assez flippant. Nous sommes déjà au mois de février, il fait parfois moins 30 dehors. Si on en profitait pour s'accorder une petite parenthèse d'un mois au village d'Ikérasac. Pascaline, on vous suit puisque vous avez monté un projet avec les enfants du village. On est dans une petite maison, j'ai pu prendre une douche chaude. Ça, c'était vraiment royal. Et effectivement, aujourd'hui, je vais à l'école là parce que on a monté un projet pour simplement expliquer aux enfants du village pourquoi on est là. Je vais avoir un groupe de 5-6 enfants que je vais rencontrer là bientôt, qui ont entre 10 et 11 ans, et avec qui, du coup, on va pouvoir faire plein de petites expériences scientifiques pour parler de climat, pour parler de banquise, et aussi pour échanger avec des enfants du même âge, mais qui sont en France, qui sont aussi issus d'un village de pêcheurs, et pour que ces deux groupes d'enfants puissent se découvrir. Ça ressemble à quoi, l'école au Groenland? Alors on est sur une école super moderne et hyper équipée. En tout, il y a 28 enfants qui ont entre 4 et 11 ans. Très vite, j'arrive, alors on se déchausse parce que on a les pieds toujours pleins de neige, on se déchausse, on enlève la combinaison. Et là, les enfants tout de suite arrivent vers moi et m'entraînent dans la classe. Et donc je vais commencer avec l'enseignant qui va pouvoir faire la traduction. Donc il y a cet atelier avec le village du Portel dans le Nord-Pas-de-Calais, un village de pêcheurs aussi. On communique via des visios. Là, nous sommes à environ 3500 km de distance. Chaque classe est derrière son ordinateur pour la visio. Et là, se passe un moment assez incroyable. Oui, alors c'est rigolo parce que donc forcément moi je suis avec les enfants groenlandais, et puis il y en a une qui remarque sur de l'autre côté en France qu'un élève porte un t-shirt avec l'effigie de Psy, qui est le chanteur de Gangnam Style, qui est la musique qui fait fureur absolument partout sur la planète à cette époque-là. Et puis du coup ce même élève groenlandais commence à mettre la musique sur son téléphone, puis il y a une chorégraphie bien spécifique à Gangnam Style, bien précise. Et donc là, musique à fond, les enfants en Groenland se lèvent de leur chaise, se mettent à danser, et je regarde l'écran, et qu'est-ce que je vois de l'autre côté? Les 60 élèves se sont mis aussi debout, en train de faire la même danse pour danser ensemble sur Gangnam Style. Incroyable! Ils se sont éclatés ensemble alors qu'ils sont à 3500 km de distance, alors qu'ils n'ont pas la même culture, qu'ils n'ont pas la même langue, mais ça les a pas empêchés, à travers l'art, de pouvoir passer un moment ensemble, et ça c'est absolument magique. Le mois de mars a tout juste débuté, nous retrouvons Nolwenn, Ludovic et les 4 chiens du bateau le Gambo. On reprend notre routine scientifique, mais ce jour-là ne va pas se passer exactement comme les autres. Oui, en fait aujourd'hui on est en train de, comme tous les jours, de préparer le scooter et le traîneau pour aller faire nos manips de science. Là on entend un gros bruit, en fait on se rend compte assez rapidement que c'est du coup un bon petit bout de glacier qui vient de tomber et du coup de former un gros iceberg. On s'inquiète pas plus que ça, jusqu'à ce que en fait 2-3 minutes plus tard on voit en fait le sol, donc la banquise, qui commence à osciller sous nos pieds, tout simplement parce qu'en fait l'iceberg, en se formant, il a créé une sorte de tsunami, et la vague se répand sous la banquise, faisant onduler la banquise. Donc là forcément c'est branle-bas combat, donc tout le monde court vers le bateau au cas où la banquise se fissurait. Donc on se met sur le bateau et on regarde cette drôle de sol qui ondule comme une vague de banquise tout autour du bateau. Heureusement ça ne se casse pas, donc pas de soucis pour les instruments, mais on a eu un petit coup de chaud, et puis surtout une petite piqûre de rappel que il faut toujours être bien vigilant, parce qu'on est quand même sur un milieu qui peut changer très vite. Et puis on l'a bien compris, on n'a pas de matériel, de vêtements si on tombe à l'eau, pas de ligne d'étendoir pour les sécher parce qu'il n'y a pas beaucoup de soleil. D'ailleurs, on va essayer d'aller le voir un petit peu, ce soleil qui nous manque. À un moment donné, avec Ludovic, on n'y tient plus, on se dit on va aller le chercher. Donc on va monter sur la colline pour le voir, parce qu'après il est sur la colline, et puis après il se couche très vite. Et il faut attendre plusieurs semaines probablement avant qu'il atteigne le fjord, donc avant qu'il atteigne vraiment le bateau. Donc on commence à partir
à pied du coup pour monter sur cette colline et on se met à courir à un moment donné parce qu'en fait on a peur de le rater, on a peur d'arriver trop tard, qu'ils soient déjà partis se coucher. Et donc là on court, moi voilà, assez fatigant parce qu'on court dans la neige, on court dans les blocs de pierre, etc. Et à un moment donné, je me retourne, je suis au sommet, je me retourne et là, un rayon de soleil en pleine tête et c'est une sensation incroyable. J'ai l'impression que tout mon corps se met à nouveau à vibrer. Ça dure que quelques minutes parce que déjà on voit qu'il est en train de se coucher à nouveau parce qu'on n'est que au début de son retour. Et là, Ludovic se tourne vers moi et me demande si je veux l'épouser. Doublé d'émotion, j'ai envie de dire. Et bon, j'ai répondu oui. Et c'est vrai que c'était une demande tout à fait originale. C'est la fin de cette mission. On fait nos sacs pour la dernière fois. Qu'est-ce qui ressort du côté scientifique ? Alors ça, on le saura que quelques mois plus tard, hein, parce que tu sais, la science, ça prend du temps. Il faut le temps d'analyser les données et puis d'en tirer des conclusions. Mais du coup, ce que nous révéleront ces données, c'est que effectivement, l'océan joue un rôle assez majeur dans l'état de santé, dans le bilan de masse du glacier, hein, et même pendant la saison de l'hiver. Donc ça, c'est assez incroyable. Désormais, si tu veux, les modèles climatiques à venir vont prendre en compte ce processus pour prédire l'état de santé des glaciers. Et du coup, quel rôle joue l'activité humaine dans tout ça ? Alors, avec ce qui se passe actuellement, le contexte du changement climatique, sachant que les glaciers réagissent au contact de l'eau, eh bien, si cette eau, elle change, et en l'occurrence, si elle se réchauffe, eh bien, on va s'attendre effectivement à ce que les glaciers, du coup, réagissent en conséquence. Donc, effectivement, il y a fort à parier que l'accélération de la disparition des glaciers au Groenland soit en partie liée à l'échauffement de l'eau qui vient lécher leur front tout au fond des fjords. Nous sommes sur le tout petit tarmac de l'aéroport, si je puis dire, d'Ikerasak, et nous ne sommes pas seuls. Grosse émotion parce que là je m'apprête à quitter le village et après 4 mois passés au Groenland, donc tous les enfants sont là, tous les enfants de l'école sont là, tous les amis que j'ai pu me faire sont là aussi, sont venus m'accompagner. Donc faut imaginer que le tarmac c'est en fait une palette en bois hein, avec le poste d'embarquement. C'est un monsieur qui regarde mon billet et puis qui me donne une grande claque dans le dos. Je monte dans l'hélicoptère, je fais des grands signes à tout le monde et là bon je pleure toutes les larmes de mon corps parce que tous les enfants me font des grands signes et je sais pas si je les reverrai. Et c'est vrai que c'est des gens qui ont été tellement gentils avec moi, qui m'ont accueilli, qui m'ont invité chez eux, qui m'ont fait rentrer dans leur vie. Mais voilà, du coup c'est fort. L'émotion est assez forte là et ça remue. On en profite quand même pour admirer le paysage qui est magnifique en haut là depuis le ciel tout blanc, tout gelé avec ces petites notes colorées, ces maisons rouge, jaune, bleu. Moi j'ai 15 ans, quand vous aviez mon âge, c'était quoi votre rêve ? Alors quand j'avais 15 ans, je me rappelle que je rêvais de faire un saut en parachute. J'avais quelqu'un qui était venu m'en parler une fois et c'était resté ancré dans la tête. Et aujourd'hui, c'est quoi votre rêve ? Ah, mon rêve aujourd'hui, ce serait que tout le monde arrête de courir un petit peu et se rende compte de la planète magnifique que l'on a la chance d'habiter et qui nécessite aujourd'hui qu'on en prenne soin. Et j'avoue que ça, pour moi, c'est vraiment important puisque sinon on scie un petit peu la branche sur laquelle on est assis. Donc je voudrais vraiment que chacun se rende compte de cette beauté et il n'y a pas besoin d'aller au bout de la terre en fait pour la voir. C'est ce que j'ai réalisé il y a quelques temps en grandissant en fait. Avant je voulais partir là-bas absolument en Arctique pour la voir cette beauté. Et en fait cette beauté elle est partout. Elle est dans le ciel, elle est dans même la simple fleur de pissenlit qu'on a tendance à vouloir arracher dès qu'on la voit pousser. Elle est partout et si on pouvait mieux réussir à la percevoir, je pense que le monde irait beaucoup mieux. Et c'est vraiment ce qui me porte aujourd'hui dans mon travail, c'est de réussir à faire comprendre ça, surtout aux jeunes comme toi, pour que du coup on puisse prendre des bonnes décisions pour l'avenir.
Plongeons au milieu des glaciers avec Pascaline Bourguin, docteure en océanographie polaire et responsable aujourd'hui de la plateforme pédagogique de la Fondation Tara Océan. Un podcast produit et réalisé par René Prod en partenariat avec l'ADEME, l'Agence de la transition écologique, la Fondation de la mer, Gobelin, l'école de l'image et pour cet épisode le lycée Darius Milhaud au Kremlin-Bicêtre dans le Val-de-Marne, un lycée public engagé dans l'éducation et le développement durable.